c'est pas tous les jours qu'on parle de changement de culture. On a, on va dire, un tropisme ou un tic dans les métiers de la communication qui consiste à faire comme si les gens changeaient en permanence et tous les ans c'était la révolution. Non, on sait bien qu'en fait c'est extrêmement rare parce que changer c'est difficile, changer c'est lourd. Donc là c'est quand même déterminant que pour une fois il y a un réel changement de culture. La question qu'on s'est posée c'est d'où vient ce changement de culture. On a eu une illumination sur le rapport entre la culture bêta, ce que nous avons défini comme la culture bêta, et la culture 68. Donc là, en lisant ça, on comprend mieux. En évitant à habiter les espaces en ligne pour revitaliser le lien social, l'Internet offre une utopie de substitution aux communautés hippies. L'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, et notamment son dernier avatar, celui qui en fait vraiment une culture populaire, c'est-à-dire le Web 2, il a tout simplement été inventé par des hippies, ou par des ex-hippies qui ont importé dans ce nouveau média et dans cette nouvelle relation, on va dire, aux moyens de communication et aux moyens d'échange, qui ont apporté leur idéologie, qui ont apporté leur corpus de valeurs, qui ont apporté leurs réflexes, qui ont apporté en quelque sorte leur tropisme et leur vision du monde surtout. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est passé de cette façon avec le Web 2 et avec la façon dont les gens aujourd'hui l'utilisent, de plus en plus, même sans s'en apercevoir, de mai 68 à ce qu'on a appelé l'I 68. Avec 3 credos de mai 68 qui sont sans doute plus pertinents que jamais aujourd'hui, et on va le voir qui sont à la fois des opportunités et en même temps des problèmes pour les marques et pour les entreprises quand on parle de communication. Le premier qui est très drôle, la hiérarchie c'est comme les étagères, plus c'est haut et moins ça sert. Questionner l'autorité, c'est complètement quelque chose qui est issu de mai 68 et qu'on voit aujourd'hui tous les jours sur le web. Le deuxième mot d'ordre, victoire grâce au comité d'action, parce qu'on pourrait se dire que finalement les communautés 2.0 qu'on voit aujourd'hui se former et que les entreprises et les marques essaient elles-mêmes de former sur le web pour renforcer leurs relations, pour renforcer le sentiment d'appartenance des gens, on va dire, au corpus de valeurs qu'elles défendent, sont des avatars des comités d'action qui était un des grands points de mai 68. Et puis le troisième point qui est extrêmement important aussi, peut-être le plus important, un grand slogan de mai 68, c'était « Parlez à vos voisins », qui est un slogan qu'on avait un peu oublié, parce que c'est vrai que mai 68, on va dire dans l'imaginaire commun, c'est plus soyez réalistes, demandez l'impossible, des choses comme ça. Parlez à vos voisins, ça a été un des grands slogans de mai 68 qui nous paraît absolument clé pour comprendre aujourd'hui ce que ça veut dire qu'engager la conversation sur le web. On comprend pourquoi il y a un tel attrait aujourd'hui pour la conversation. Stewart Brandt, c'est un jeune étudiant des années 60, physicien, passionné de cybernétique. Il a la tête farcie d'idées complexes, de systèmes de mixage de biologie et de physique. C'est la grande époque de la cybernétique. Ça le fascine, il fait son doctorat sur cette question. Et puis progressivement, voilà, il part à New York, il était sur la côte à San Francisco, il part à New York. Il rencontre dans les années 65 un groupe d'artistes contemporains très étrange qui s'appelle Lusco, qui faisait de la lumière stéréoscopique. Puis il quitte Lusco et il est passionné par les Indiens. Et il va passer un peu de temps dans les réserves Navarro, années 65-66. Et puis il découvre, il y a un type qui se promène là avec les Merry Pranksters, il s'appelle Kevin Kesey, il fait la promotion du LSD, il découvre Kevin Kesey, il devient copain avec Kevin Kesey. Et ils foncent à San Francisco et il arrive à l'été 67, c'est le Flower Power, c'est le grand moment des fameux, j'ai oublié le nom, des shows stromboscopiques, voilà, qui ont donné. Donc on mélange de la technologie, la lumière stromboscopique, du LSD, plus la contre-culture de l'époque, Janis Joplin, Jimi Hendrix, etc. Et on fait des grands spectacles à San Francisco. Dans ces spectacles, il y a Doug Engelbart. Il rencontre Doug Engelbart. Il devient cinéaste, enfin il décide d'être cinéaste, il prend sa petite caméra, il va visiter Doug Engelbart. Doug Engelbart dirige le SRI, qui est le laboratoire de Menlo Park, de Stanford en fait, à Menlo Park. Et Doug Engelbart est vraiment un des penseurs de la communication synchrone en réseau, enfin inventeur de plein de choses. Et Doug Engelbart l'invite en décembre 69 avec sa caméra pour filmer la première connexion Internet. Stewart Brandt est là, il va filmer la première connexion. Alors, il y a plusieurs premières, mais la première connexion Internet dans laquelle on a des écrans synchrones qui vont bouger ensemble entre le SRI et UCL. Il
il y a une ambiguïté réelle, hein, on va le voir aussi après dans les exemples qu'on a pu trouver. En tout cas, ces objections, ces soupçons sont pour nous révélateurs de ce qu'on pourrait appeler un hiatus initial, en tout cas une très forte contradiction de base entre le monde du web d'un côté et le monde de la marque de l'autre. Le monde du web d'abord, hein, espace ouvert, espace par nature, même si on sait c'est pas toujours le cas des intéressés, un monde fait d'indépendance, hein, un monde aussi où le registre de la distanciation critique, du détournement est très diffusé, un espace libre de droit évidemment, hein, on a beaucoup parlé avec Adopi, et un espace où finalement l'horizontalité, l'échange, la conversation fait loi. En face, la marque qui reste ancrée pour nombre d'internautes en fait sur une réalité, on va le voir, très marchande, hein, avec une finalité évidemment à l'opposé, une finalité très intéressée. La marque doit imposer bien sûr une posture d'autorité puisque par nature elle doit affirmer sa supériorité, sa différence. Et bien sûr la marque est également dans une logique d'engagement, de devoir, de responsabilité qui contraint son expression. À l'issue de cette plongée au cœur de la culture bêta, une fois qu'on a en tête aussi les origines au fond de cette culture, une fois aussi qu'on se dit ce qui n'est pas évident aujourd'hui quand on voit cet engouement qu'ont toutes les agences, tous les communicants pour le web, quand on voit quand même cette forme de bêta-incompatibilité possible des marques, on peut légitimement se poser quelques questions qui sont déjà finalement en soi évidemment des pistes d'action ou en tout cas des amorces de solutions. On va dire qu'il y a 3 séries de questions qui prennent appui sur les statements donc de la culture 68 et de la culture bêta. Donc quand on dit parler à ses voisins, être un participant plus qu'un consommateur et avant tout créer des comités d'action, qu'est-ce que ça veut dire pour une marque, une entreprise qui va effectivement tenter de parler le bêta. Donc parler à ses voisins, oui mais où et comment, être un participant plus qu'un consommateur, mais à quelles conditions, et avant tout créer des comités d'action, oui très bien, mais pourquoi faire ? Finalement, quand on regarde sur le web, les internautes ne sont pas vraiment des grands producteurs de contenu, mais plus des diffuseurs. Alors, est-ce qu'effectivement, le rôle d'une marque qui, en soi, n'est pas par nature compatible avec la bêta-culture, est-ce que le rôle d'une marque est précisément, ou en tout cas en termes d'approche, d'exporter du monde traditionnel ses propres réflexes, à savoir tout d'un coup produire un contenu très institutionnel, émettant justement avec un émetteur qui est l'organisation, hein, l'entreprise, la marque, ou est-ce que finalement elle n'a pas plutôt un rôle à jouer qui est précisément de favoriser aussi la mise en réseau d'individus entre eux, et dans ce cas-là, venant de l'entreprise et de la marque, de chercher plutôt, pour faire ce travail, à incarner l'entreprise ou la marque au travers d'un certain nombre de visages, de gens, de l'entreprise qui vont effectivement pouvoir délivrer le contenu sur l'entreprise, sur la marque, mais de façon différente et beaucoup plus finalement dans le respect de ce qu'est la culture web, c'est-à-dire ce réseau et cette conversation entre pairs. Il y a un certain nombre de conditions qui permettent justement à un participant d'avoir véritablement envie d'endosser ce rôle de participant pour les marques. Donc il faut effectivement faire attention. Au fond, le participant n'est jamais totalement bénévole et il attend un traitement privilégié. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'il faut le rémunérer donc avec de l'argent, des cadeaux, etc. Mais ça veut dire tout de même qu'il faut qu'il ait une forme de rémunération différente, une rémunération symbolique. Alors si je reprends ce post également extrait donc de cette étude, qui est assez clair sur ce point. Bonjour, ce que l'on peut constater, c'est que les sites qui marchent sont ceux qui rétribuent d'une façon ou d'une autre les contributeurs. Il est sûr que de pouvoir donner son avis sur Internet donne de l'importance au consommateur, ça c'est déjà un premier point, encore faut-il le valoriser, ou du moins lui donne cette sensation. Le but de ces sites est de créer une sorte de communauté où les consommateurs peuvent acheter, partager leurs impressions et ressentis. Quand les avis sont pondérés et modérés, pourquoi pas? Pratiquement toutes les grandes marques suivent ce modèle, Air France, Renault, Carrefour, etc. J'ai l'impression de faire partie d'une tribu, bon, ce qui est plutôt quelque chose de positif. Mais derrière ça, effectivement, il y a un traitement privilégié dont il faut tenir compte. Au-delà
au-delà de l'utilité individuelle, il y a cette question de l'utilité collective. C'est-à-dire que ce qui nous semble, nous, être le nerf de la guerre, quand on est une entreprise ou une marque à un niveau corporate, c'est de réussir à s'emparer du sujet qui va intéresser en fait toute la collectivité et qui va permettre de produire un sens collectif et de véritablement apporter une contribution utile et réelle à la société. Partager un lien, c'est pas n'importe quoi, parce que en fait, partager un lien en soi seul ne sert à rien. Hein. Et d'ailleurs, partager un lien ne garantit aucunement sa viralité, enfin même ça garantit sa non-viralité. Hein. Ce qui importe dans le lien qu'on partage, c'est le tout petit commentaire qu'on ajoute. Hein. Et donc, dans l'idée que, en fait, il faut préparer des messages qui puissent non seulement être partagés, mais qui puissent être commenté par l'ajout d'une opinion négative ou positive sur le lien garantit sa circulation. Hein. Et ce qui est vraiment nouveau dans ce remix-là, c'est effectivement la possibilité pour les individus de réajouter leur voix à une voix qui a déjà énoncé. Et moi, je pense que c'est en ce sens-là qu'il y a une réflexion à avoir sur l'énonciation polyphonique des marques, c'est-à-dire qu'elles préparent des messages qui soient d'emblée possiblement répercutables parce qu'ils sont recommandés par les personnes et qui ne sont pas simplement rediffusés d'une façon simple. Moi, ce qui m'intéresse dans la façon avec laquelle on peut aujourd'hui avancer ensemble, c'est effectivement être vigilant, bien sûr, se dire que le web est une zone effectivement d'attaque, de contestation possible des marques, mais aussi vivre le web comme une zone de construction de l'histoire des marques et des entreprises. Et je pense que c'est aussi en se posant, en anglant les choses de la sorte, que d'une certaine façon, on va plus loin et on répond aussi au premier point, ou en tout cas on manage. Il ne faut pas simplement avoir un rapport de discours avec ou de messages de communication avec les clients et les marques, mais c'est vraiment dans un rapport d'expérimentation que ça se joue. Alors arriver à trouver des dispositifs d'expérimentation qui soient satisfaisants, c'est très difficile parce qu'on le voit pour tout, pour la politique beaucoup. Si on propose quelque chose qui vient du haut, les gens ne viennent pas sur le site, ils vont trouver un autre endroit pour faire exactement la même chose, mais ils vont le faire sans qu'on leur ait demandé. C'est-à-dire que ce qui pose problème dans la culture bêta, c'est le modèle question-réponse. Voilà. C'est d'arriver en fait à créer de la communauté sans avoir posé de questions. On ne répond pas à des questions, surtout quand la question a un énonciateur qui est une marque, une institution, une entreprise. On répond à des questions qui ont été posées par des individus qui ont été pris dans la nasse du web et vis-à-vis duquel se sont créées des conversations. Et donc la communauté est un phénomène souvent émergent, ou la conversation émergent qui part du bas, dans lequel il faut apprendre aux marques à intervenir dans la conversation et à glisser une question sans qu'elle ait l'air d'être une question